Donc, je suis ravie de vous présenter Bénédicte Zitouni qui nous vient d'une université sœur, l'université Saint-Louis, du centre de sociologie. Et donc, comme je vous le disais, son exposé se fonde sur un article qui a été publié en 2014. Je vous laisse la parole. Très bien. Donc, je vais juste vérifier que je ne dépasse pas trop le temps. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à ce séminaire consacré à l'écoféminisme et aussi, tout particulièrement, j'aimerais bien plutôt remercier Julie Jebel, si je le prononce correctement, pour m'avoir invitée et avoir pensé à moi lorsque elle a découvert donc ce texte qui est effectivement un article que j'ai publié en 2014 et qui s'intitule Planetary Destruction, Ecofeminists and Transformative Politics in the Early 1980s. Alors j'ai demandé à ce que la séance s'intitule L'écoféminisme, un mouvement plutôt qu'une théorie. Et loin de moi l'idée de jouer la carte militante versus la carte académique. Et je crois que ce serait déplacé de ma part, voire même grotesque, puisque j'enseigne à l'université et je fais de la recherche à l'université et donc je fais vraiment pleinement partie des institutions académiques universitaires. Donc jouer cette carte-là aurait quelque chose, je crois, de grotesque. Si j'ai voulu intituler la séance « Un mouvement plutôt qu'une théorie », c'est plutôt pour attirer l'attention sur les raisons pour lesquelles nous nous intéressons à l'écoféminisme aujourd'hui. Quelle est la pertinence de l'écoféminisme aujourd'hui? Pourquoi en parler? Et je crois qu'au fait, ce n'est pas un hasard si l'écoféminisme suscite l'intérêt aujourd'hui. Tout simplement parce que ces femmes, nous pressentons, nous le savons, que ces femmes ont réussi à déjouer ce qu'on pourrait appeler le sort apocalyptique, c'est-à-dire à briser l'emprise du catastrophisme ambiant et catastrophisme aussi justifié vu la dévastation écologique et autres à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Donc ces femmes ont réussi à déjouer le sort apocalyptique. Comment le spécifier un peu plus? C'est qu'elles ont réussi à faire face à la dévastation d'ampleur planétaire, comme nous le savons, et sans pour autant être sidérées par cette annonce ou par cette dévastation avérée. Elles ont réussi à critiquer, à faire la critique de tout ce qui était en train de se faire, dans plusieurs champs d'ailleurs, et en même temps à célébrer le monde dont elles font partie. Et ce côté très célébratif de leurs actions, je crois qu'il faut tout de suite le mettre en avant parce que c'est une des choses qui peuvent nous frapper quand on fait de la connaissance, quand on découvre en fait l'écoféminisme. Donc critique et à la fois pouvoir célébrer le monde dont elles font partie, le présent, le monde ici maintenant. Et on pourrait aussi dire qu'en fait, elles ont reconnu l'ampleur de la dévastation, c'est-à-dire qu'elles disaient tout de suite que ça se fait sur plusieurs plans à la fois, que ce soit le patriarcat, le racisme, l'écologie, etc. Tout ça était et est lié pour elles. Et en même temps, elles réussissaient à se mettre au travail et à récupérer peu à peu, parcelle par parcelle, cette terre donc dévastée. Et en disant que le mouvement réussit à faire tout cela, donc ce que j'ai appelé déjouer le sort apocalyptique, je suggère évidemment que la théorie ne le fait pas, ou n'en a pas été capable, ou je dirais tout simplement ne l'a pas fait. Et il se fait en effet, c'est pas une proposition générale, mais il se fait que les livres qui se réclamaient d'une dimension plus théorique procède par une abstraction sans récit empirique et surtout sans ancrage, mais aucun, dans les temps apocalyptiques ou dans la dévastation qui est en cours.
Et ça, c'est très différent, évidemment, avec ce qui se passe dans les luttes écoféministes. Donc, du coup, dans ces textes, on parle d'éthique, de logique, de valeurs aussi. Est-ce qu'il y a hiérarchie ou non entre les valeurs, mais sans que, pour autant, on aborde réellement la question de savoir comment, concrètement, l'on peut tenter de déjouer le sort apocalyptique, donc c'est-à-dire cette emprise du catastrophisme et qui, au fait, trivialise toutes nos actions. Parce que c'est de ça, évidemment, qu'il s'agit. Le catastrophisme trivialise tout ce qu'on entreprend. Le catastrophisme, d'une certaine façon, va entraîner soit de fatalisme, soit de cynisme. Et on sent bien, par ce côté joyeux aussi des actions, on sent bien qu'elles ont réussi à se positionner autrement dans leurs actions. Donc, quand je parle des livres théoriques, donc, ou à prétention qui vraiment se réclament de la théorie, il faut peut-être préciser que c'est surtout au moment 91-92, donc le début des années 90, et que Greta Garde et Karl Noaren ont sorti quelques recueils de textes où elles mettent un peu de l'ordre et disent bon, mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant à un niveau théorique? Et c'est dingue à quel point en fait on perd cette force qui est la force des témoignages autres ou des textes qui ont été écrits dans les luttes des écoféministes. Donc, je ne veux absolument pas jouer la carte académique versus la carte militante, mais plutôt attirer l'attention sur l'absence ou la présence de cette question cruciale qui est la nôtre aujourd'hui, le relais qu'on peut prendre des écoféministes aujourd'hui. Donc, cette question cruciale qui est de savoir comment récupérer notre capacité à agir, à y croire aussi, puisque c'est de ça qu'il s'agit, en des temps qu'on peut vraiment qualifier d'apocalyptiques. On pourra y revenir. Alors, voilà pourquoi j'ai choisi ce titre, qui n'est pas un très beau titre d'ailleurs, mais qui pour moi mettait en tension ce que j'ai pu y trouver dans l'écoféminisme. Alors, quand je parle de mouvement, alors, en fait, moi, je présuppose un tout petit peu que vous y connaissez quelque chose à l'écoféminisme, donc il faudra peut-être y revenir. Mais je pense à un mouvement qui a débuté au début des années 80, donc en pleine guerre froide. Et je pense aussi à ce recueil de textes dont Catherine Larère a écrit la postface, dont elle vous a parlé ici il y a un mois, si je me souviens bien. Et l'IH a eu, je trouve, le grand mérite, au fait, de faire l'effort de bien montrer que l'écoféminisme n'est pas un fait du passé et que ce mouvement est encore bel et bien présent et actif aujourd'hui, avec encore toujours comme objectif de contrer la destruction qui se fait à une échelle planétaire sur plusieurs plans à la fois. Donc c'est très souvent des textes qui ont été écrits dans une lutte ou dans une action ou cadrant dans un projet ou autre et qui vont jusqu'à maintenant. Alors pour ma part, je me suis plutôt intéressée à ce moment ou à cet instant où les femmes ont réussi, je crois, ou ont appris donc à s'émanciper de l'emprise catastrophique ou l'emprise du catastrophisme et qui est maintenant un acquis pour elles. Je crois que quand on rencontre une écoféministe, c'est un peu ça dont on se rend compte, c'est que elles ne sont plus dans cette urgence-là. Elles sont en train de travailler à une autre civilisation à venir, ici, maintenant, dès à présent. Mais comment est-ce qu'elles l'ont appris? Comment ça s'est fait? Où est-ce que ça s'est joué? Donc, selon moi, au début des années 80. Donc, elles ont réussi là où elles ont appris à s'émanciper de l'emprise du catastrophisme, c'est là où elles se sont donné un autre territoire d'action, un autre temps pour leur action et pour leur pensée qui leur permettrait d'y croire, d'agir, de lutter. Et c'est bel et bien le début des années 80, je crois qu'il y a là-dessus quand même un minimum de consensus. Plus précisément, j'ai dépouillé des archives et des publications de l'époque, et plus particulièrement, je me suis intéressée au rassemblement à Amherst, donc premier rassemblement de Women for Life on Earth en 1979,
suivi des actions Pentagon Actions à Washington et San Francisco. Et puis une deuxième série d'archives et de publications concerne les camps de la paix des femmes, dont Greenham Common est le plus intéressant, non pas le plus intéressant, et celui qui est le plus connu. Et donc ça c'est un livre qui raconte l'histoire de Greenham Common, des femmes contre des missiles. Mais il y en a eu d'autres, plein d'autres, des camps de la paix des femmes. Et moi, je me suis particulièrement intéressée à Puget Sound, près de Washington, et Washington de l'autre côté, donc l'autre rive, et Seneca, près de New York. Donc, il y avait laissé des témoignages, des publications, des pamphlets, etc., où il y avait moyen de retracer un peu ce qui s'était passé dans ces camps-là et dans ces luttes-là. Je me suis aussi intéressée à des projets tels Women Earth Institute, qui n'ont finalement pas décollé, mais des projets donc auxquels des écoféministes ont participé, dont j'ai aussi pu retrouver la trace dans les archives. Alors, il faut être très clair, toutes celles qui ont participé à ces actions, que ce soit donc les camps, les Pentagon Actions, les parades, etc., ne se sont pas nécessairement dit ou déclarées écoféministes. Donc, ce serait abusif de le dire ou de le prétendre. Mais toutes disent qu'il y a là une autre façon de vivre et de faire de la politique, et toutes parlent de transformation ou de politique de transformation d'elles-mêmes, du rapport au monde et du fait, dès lors aussi, du monde qu'elles sont en train de construire autrement. Là, il y a vraiment une constante dans tous les témoignages, et toutes disent avoir appris à résister dans le fait de susciter d'autres mondes ici, là et maintenant. Et ces quelques écoféministes, donc militantes, qui participaient à ces actions, qui ont creusé l'affaire et qui ont écrit des textes où elles ont commencé à dire, au fait, c'est de la politique écoféministe. Ce sont aussi des observateurs, donc des observateurs marxistes, des observateurs anarchistes, des co-militants, qui se disaient, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un drôle de truc. Ah ben, c'est un tournant, c'est le tournant écoféministe. Donc, c'est genre Kirk Douglas dans The Nation ou The New York Times, etc., où ils commençaient à se dire, c'est une autre façon de faire de la politique. Et donc on peut dire que l'écoféminisme est aussi né et continue à être est né comme et continue à être une autre façon de faire de la politique en des temps apocalyptiques, en des temps de désastres généralisés. Je crois que ça n'a pas beaucoup de sens sans ce lien-là, hein, puisque vouloir travailler sur tous les fronts à la fois, sinon ça devient un peu le meilleur des mondes, on veut tout à la fois, pas de racisme, pas ceci, pas ceci, pas ceci, oui d'accord, mais c'est à partir du moment où on dit la dévastation est telle que nous n'avons pas le choix, qu'il faudra bien travailler sur tous ces plans à la fois. Et nous pensons que faire une alliance entre l'écologie et le féminisme permet au fait d'ouvrir cette boîte-là. Pourquoi? Puisque là, je sais que vous le savez, mais juste pour qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde, ben, le conseil le suivant, c'est il n'y a pas que le capitalisme qui nous joue des tours, il y a aussi les sciences, c'est-à-dire il faut aller bien au-delà du 19e siècle et il faut retourner au 17e siècle. Le grand classique, évidemment, c'est Carmen Merchant avec Death of Nature qui a très bien montré ce que la mécanisation de la vie de la nature a joué comme rôle dans aussi l'oppression des femmes. Alors, je vais procéder, donc ça c'est un peu pour vous présenter l'enjeu de ma communication, et je vais procéder en 3 temps, du plus simple, disons, au plus compliqué. La question étant, je le répète, hein, comment à la fois faire face à la catastrophe et la reconnaître, donc absolument pas la minimiser, et en même temps réussir à défaire l'emprise de cette catastrophe, l'emprise que cette reconnaissance entraîne nécessairement, c'est-à-dire fatalisme, cynisme, ou du moins trivialisation des actions que nous voulons mener pour changer donc la donne. Et donc,
En arrière-plan étant, c'est pour ça que moi je m'intéresse à l'écoféminisme et je crois qu'elles ont des choses à nous apprendre que je vais vous présenter en 3 temps, tout ça. Alors, première étape, qui selon moi est la plus simple et peut-être déjà acquise. Les écoféministes nous disent qu'il faut créer une nouvelle langue. Une langue qui est plus physique, plus sensuelle, plus proche des corps et des territoires, qui sont en prise directe avec les dynamiques de la dévastation. Donc ces corps-là, ces territoires-là, il faut savoir les décrire de façon plus physique, plus matérielle, plus sensuelle aussi. Donc corps et territoires qui sont en prise directe avec les dynamiques de la dévastation en cours. Pour prendre un exemple concret, puisque j'ai pu déjà avoir des discussions en ce sens, lorsqu'on parle de la mer Méditerranée, quand je dis qu'il y a catastrophe, c'est évidemment les immigrés naufragés en mer Méditerranée. Je pense bien que tout le monde se dit que le monde serait mieux sans cette dévastation-là. Lorsque nous parlons de la mer Méditerranée, il faudrait aussi parler, disent les écoféministes, des cadavres, des parties de corps qui échouent sur les plages, des détails matériels physiques, tel celui d'un bébé attaché à un bout de planche qui n'a pas survécu, ou du riverain qui, chaque matin, se lève et qui s'est donné pour mission, au nom de la dignité humaine, tout simplement, de enterrer les cadavres et les corps qu'il peut trouver sur la plage. Alors, vous me rétorquerez que c'est du sensationnalisme. Eh bien non, justement. C'est là que les écoféministes, je crois, peuvent nous aider à lever l'obstacle, c'est-à-dire à lever une dichotomie qui voudrait que la langue physique détaillée, qui dès lors, parce que c'est physique et détaillé, engage les affects, que cette langue-là équivaudrait nécessairement le sensationnalisme. Et elles vont dire qu'il s'agit d'autre chose. C'est une langue qu'elles qualifient de charnelle. Elles disent la langue charnelle. Évoquer, donc de quoi s'agit-il exactement? Évoquer, décrire le désastre comme étant une réalité palpable et tangible, c'est au fait apprendre à se défaire de la novlangue de ceux et de celles qui gèrent la catastrophe. Qui gèrent la catastrophe et pour ce faire utilisent un vocabulaire tout autre. Et qui parle, et là je cite vraiment les femmes du début des années 80, qui parlent de risques acceptables, de guerre limitée. Plus tard on va avoir le collateral damage, ça ce sera, les écoféministes ont aussi attaqué ce type de terminologie-là quand les États-Unis sont partis en guerre en Irak. Ou pour reprendre le cas que je viens de citer, donc la mer Méditerranée, on parle de data subjects. Donc, les gestionnaires parlent de data subjects. Il y a eu une très belle pièce de théâtre par Thomas Belling à ce sujet-là. Donc, parle-t-on de naufragés, de corps de terre, de bébés attachés à, ou est-ce qu'on parle de data subjects? Donc, première étape, c'est au fait de parler des corps. C'est amener qu'est-ce que c'est finalement de parler des corps et de ces territoires en prise directe avec la dévastation? C'est amener des faits et des effets concrets sans recourir à la novlangue des gestionnaires de la catastrophe. Dans le cas de la guerre nucléaire, qu'est-ce que ça a voulu dire? C'est que s'il faut amener les faits et les effets concrets, cela voulait dire que les femmes devaient en apprendre plus sur le nucléaire, sur la guerre. Elles étaient assez expertes et le revendiquaient, cette expertise. Donc, nucléaire, sur la guerre, sur la radioactivité, sur le fonctionnement et les effets de tout cela. Ce y compris pour ceux et pour celles qui avaient déjà subi les attaques ou les tests nucléaires, et je pense notamment aux tests dans le Pacifique. Et le slogan est assez simple, « Women have to learn their science », qui est quelque chose qu'on rencontre encore toujours dans les milieux écoféministes. C'est-à-dire, elles doivent connaître les faits, elles doivent pouvoir les amener dans toute leur matérialité et effectivité, et c'est-à-dire aussi, et ça on oublie très souvent,
qu'elles doivent faire confiance aux appréhensions qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles découvrent ces faits. Des appréhensions qui ont peut-être une bonne raison d'être. Appréhensions lorsqu'elles au fait découvrent les faits et qu'elles sentent, qu'elles savent que ceci ne devrait pas avoir lieu, sans pour autant déjà avoir toutes les solutions, clés sur la main, clés sur porte, pour y remédier. Elles ont appris ça de quelqu'un que vous connaissez peut-être, le médecin Helen Caldicott, qui était experte en radioactivité, enfin qui s'était intéressée peu à peu à la radioactivité et qui tout à coup s'est lancée dans une campagne et a dit au fait il ne faudrait pas l'accepter, et c'est en regardant de plus près les effets de la radioactivité, ceux y compris du nucléaire civil, qu'on pourra vraiment se positionner pour ou contre finalement le nucléaire. Bref, lorsque nous sommes pris dans un désastre planétaire, pour pouvoir y faire face, il faut rendre le désastre palpable, il faut le rendre tangible, il faut le faire sentir, le faire importer. Et c'est nullement du sensationnalisme de le faire. Et là, je voudrais citer 2 livres académiques, en fait, qui ont bien fait ça, et ce sont des livres écrits par des Australiens, une anthropologue et oui, en fait c'est peut-être 2 anthropologues, Tom Van Doren et Deborah Burdrose, Flightways and Wild Dog Dreaming, qui sont tous 2 au fait ont été éduqués par Val Plumwood, qui est une écoféministe et qui leur a appris cela. Qu'est-ce que c'est de donner une chair à la dévastation? Et donc, Tom Van Doren parle des menaces, de la menace qui pèse sur certaines espèces qui sont en train de disparaître, et Deborah Burdrose, au fait des Yarralines qui perdent leur territoire, ce sont des Aborigines en Australie. Donc, faire sentir, c'est faire importer ce désastre, le rendre tangible, le rendre présent. Et c'est au fait abandonner une dichotomie qui peut nous jouer des tours, une dichotomie qui veut qu'un savoir digne d'intérêt est un savoir sérieux, c'est-à-dire un savoir neutre, détaché. Et qu'est-ce qu'on a en face, évidemment, c'est l'hystérique, la sentimentale, et celle qui est trop attachée à son objet. C'est de déjouer un peu ce mauvais tour-là qu'on nous joue très souvent lorsqu'on s'intéresse de plus près à ce à quoi on tient. Alors, la citation qui est devenue classique, je crois, et qui a été pour la première fois déclarée, donc la première déclaration de l'écoféminisme en 1979, et c'est Inès Strakin qui le dit donc devant l'Assemblée à Amherst. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais je vais quand même vous la citer. C'est ceci. We are here to say the word ecology en grand, and announce that for us, feminists, it's a political word, that it stands against the economics of the destroyers and the pathology of racist hatred. It's a way of being which understands that there are connections between all living things, and that, indeed, we, women, are the fact and the flesh of connectedness. Ça, c'est un langage charnel. We are the fact and the flesh of connectedness. C'est ça la phrase assez connue, c'est-à-dire, de fait, nous sommes reliés. De fait, nous le sommes au reste du monde vivant. Et ça se passe, ça traverse nos corps mêmes. Donc ça, c'est la première étape, cet engagement pour un autre langage, cette fabrication d'un autre langage. Deuxième étape, c'est que les écoféministes nous apprennent non seulement la puissance qui se dégage de visiter, d'occuper les lieux mêmes où la catastrophe est en train d'être fabriquée, c'est-à-dire elles vont au Pentagone, elles vont occuper les alentours des bases militaires, des labos universitaires, etc. Donc, elles nous apprennent cela, mais il y en avait plein qui l'avaient déjà fait, hein. C'est quand même, on est en plein milieu des actions directes, non violentes, etc. Donc elles sont issues très clairement. Mais elles vont aussi nous apprendre, et c'est ce qu'elles ajoutent à tout cela,
et vont aussi nous apprendre la puissance des artefacts. Alors, la puissance des artefacts. Donc, première étape, c'est le langage. Deuxième étape, c'est les artefacts. Je veux dire par là la puissance de l'iconographie, la puissance du scénario, de la théâtralité, voire même des entités projetées, posées, fabulées, que sont la déesse, avec un grand majuscule, D, ou la terre-mère. Elles disent, il faut se donner les outils pour à la fois dire sa rage et célébrer le présent, c'est-à-dire le temps de la récupération progressive, ici et maintenant, parcelle par parcelle, de cette terre dévastée. Alors, pour vous faire sentir cela, les artefacts, il faut absolument que je vous lise deux actions, que je vous lise les descriptions de deux actions. Donc, Pentagon Action. Je vais vous lire la Pentagon Action. Vous la connaissez ou pas, la Pentagon Action? Ok, donc je n'étais pas sûre, en fait. Elles vont manifester et encercler le Pentagone. Là où pour elles se fabrique au fait la guerre nucléaire, un des lieux où se fabrique et se pense la guerre totale ou la guerre limitée pendant la guerre froide. Et donc, je vais commencer alors là. First, the women walked silently through the military burying ground, after which, at the Pentagon, they raised a second cemetery for other victims of oppression. All participants could place a tombstone, donc une pierre tombale qu'elles amènent. Et elles avaient eu des instructions avant d'arriver dans l'appel. And one remembered, donc là je la cite, the most memorable tombstone was brought by a California housewife who had never been in a political action in her life. She traveled alone from California with her tombstone, on which she had written, et là je cite ce qui était écrit, for the 3 Vietnamese women my son killed. Donc ça, c'est le rituel, ou en tout cas la scénographie du cimetière. Rien n'est dit, sauf ce qu'on apporte à ce cimetière, qu'on pose à côté du cimetière militaire, dont on reconnaît aussi la présence. Donc c'est pas anti-soldat. Et puis, il y a 4 processions. 4 processions were held, each led by a giant puppet, donc des mascottes, and its corresponding score. A black puppet for mourning, with women keening and wailing, donc il y a un scénario. A red one for rage, with women shouting and beating drums. A golden one for empowerment, with women waving scarves and encircling the building. And the last one for defiance, nous venons défier le pouvoir qui est en jeu, with women singing, pushing and weaving the doors of the Pentagon shut. Évidemment, là, il va y avoir des arrestations. Une anecdote peut-être un peu plus prosaïque et qui provient là de Greenham Common. Juste pour vous dire que les poupées, les mascottes, les artefacts, les scénarios, la théâtralité, etc. étaient tout le temps là, même dans le quotidien des camps de la paix. Ici, donc, il y en a une qui raconte cette anecdote-ci. Elle dit « A woman walked up carrying a large puppet, an enormous woman's head with long red hair and bright-colored hand-painted robes. » Et donc, cette femme qui tient la mascotte dit « This is the goddess, she said. » L'autre lui répond « Right. Let's walk to Newbury. » Et alors d'autres se joignent à elle. We all set off, the goddess in the lead, bright against snow-laden branches and a clear blue sky. Et ça deviendra une des marches qu'elles vont faire vers Newbury, donc du camp, qui est donc à quelques kilomètres, jusqu'à Newbury. Il y a là, sans cette mascotte, pas de marche. Ça aurait été juste une promenade. Tout à coup, ça devient, au nom de cette paix et de cette connectivité, nous marchons ensemble jusqu'à Newbury. Et c'était le quotidien de ces femmes. Elles disent toutes que ça procurait une joie terrible d'être dans ces lieux-là et de se permettre de telles actions.
Et le Pentagon Action est évidemment un scénario beaucoup plus élaboré. Et c'est pour ça évidemment que les anarchistes et autres se demandaient un peu, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est tout autre chose et on ne sait pas très bien ce qu'on doit en penser. Les artifices, les poupées et les mascottes sont en fait des outils de projection et de dépassement de soi, tout simplement. Et je crois que les anthropologues connaissent très bien cela, et je crois que c'est quasi même un affront pour la discipline d'entendre dire « oui, mais alors, elles y croient ou elles n'y croient pas hein ?» Ben oui et non. La question est au fait mal posée. Au minimum, nous parlons ici de technique de corps, ou technique du corps, et là je cite au fait tout simplement, c'est pas Alvax, mais le neveu, c'est un premier temps de Durkheim, Mauss. Hein, donc, au minimum, on parle ici de technique du corps qui augmente la capacité du corps à résister. Au minimum, on parle de ça. Au minimum, on parle tout simplement d'outils qui permettent d'acter la volonté de croire, la volonté d'y croire. C'est pour ça que la réponse est en oui que non. Volonté de croire afin de pouvoir résister, afin de pouvoir maintenir l'occupation. Donc ces outils, quelque part, donnent l'occasion de dire leur rage, leur ras-le-bol, leur tristesse aussi, puisque la tristesse fait très souvent partie des scénarios, et en même temps l'amour pour la terre dévastée. Et d'ailleurs, on va voir que dans les appels à l'action, les appels qui sont lancés, venez nous rejoindre pour faire ceci ou cela, telle ou telle action, très souvent, c'est les deux éléments qui sont mis en avant, la rage, le ras-le-bol, est-ce que vous en avez marre comme nous, et deux, est-ce que vous vous tenez à cette terre comme nous. Très souvent, ce sont des appels assez simples qui sont lancés à l'encontre des autres femmes. Et tout cela, finalement, leur amour pour la terre dévastée, les femmes le déclarent sur les lieux mêmes où se fabrique la catastrophe. Et elles disent que ça leur procure une joie assez incroyable. Et en effet, c'est étonnant de voir, et c'est une constante, vraiment là, je crois qu'il y aurait consensus là-dessus si on prenait toutes les archives, il y a une constante. C'est la joie, dont elles parlent toutes. La joie lorsque elles ont participé à ce type d'action, donc avec artifice, artefacts, théâtralité, performance, etc. Donc, c'est une constante dans les archives de voir à quel point ces actions sont finalement revigorantes, habilitantes, ou ce qu'elles disent aussi, empowering. Nous n'allons pas laisser faire, nous allons récupérer cette terre. Et de pouvoir le déclarer là où se trame là le désastre, ben ça procure de la joie. Ce n'est pas simplement dans la rue, c'est dans les lieux mêmes où cela importe de le faire entendre. Évidemment, vient avec cela qu'elles menaient aussi des actions de sabotage ou de ce qu'elles vont juste dire, elles vont appeler interrompre le business as usual. Hein. Donc on doit faire sentir que ce business as usual n'est pas si évident et ne devrait pas être. Alors, vous me rétorquerez peut-être que c'est un peu trop facile. Où sont finalement les solutions? Alors, je pourrais énumérer des projets dans lesquels les écoféministes se sont engagés. Mais là aussi, en réalité, je crois qu'il faut lever un autre obstacle. Et qui est cette alternative, que j'appellerais tout simplement alternative infernale, et là je me base sur Pignard et Stengers, que vous allez accueillir aussi, cette alternative infernale qui veut que soit tu donnes des solutions concrètes, tout de suite, immédiatement, et si possible à l'échelle planétaire, puisque la dévastation elle est planétaire, donc voilà. Non mais c'est ça la situation dans laquelle on est en train de se mettre nous-mêmes, hein. Soit tu te tais. Et donc, je me dis, d'une certaine façon, il faut peut-être retracer les positions des unes et des autres un peu différemment. Et je vais le dire sous forme de question. Pensons-nous réellement que les scientifiques et les membres du GIEC le regretteraient si nous allions toutes déclarer notre rage et notre ras-le-bol dans les rues
et les lieux où se fabrique le désastre, face au gouvernement et au marché qui nous entraînent dans toujours plus de destruction planétaire. N'est-ce pas possible que c'est eux les premiers qui nous diraient que nous importent les solutions? Déjà, ce serait un début. N'est-ce pas possible qu'ils le souhaitent, au fait, qu'on le fasse? Que l'on renforcerait même leur position? Et d'une certaine façon, c'est ce que les écoféministes ont appris et peuvent nous apprendre. C'est que de sortir dans les rues et d'occuper les lieux offre une issue parce que ça renforce les positions alliées. Et elles sont connues pour avoir été voir les soldats. On sait que les employés du Pentagone n'ont pas été indifférents et qu'il y en a qui sont sortis. Ça ne laissait pas indifférents ceux et celles qui travaillent dans les institutions. Et donc c'est une des choses qu'elles ont toujours maintenues. Il faut tendre la main, puisqu'on ne sait pas par où passent les alliances. De sortir dans les rues et d'occuper les lieux offre aussi et surtout une issue en ce que cela nous émancipe du fatalisme et du cynisme dans lesquels nous entraînent les désastres. En ce que cela finalement nous met au travail et nous amène à déclarer un attachement à ce monde-ci, ici et maintenant. Nous n'avons qu'une planète, comme le disent certains et certaines. Alors pour conclure cette deuxième étape sur les artifices, parce que peut-être qu'on a un peu perdu les artifices, je vais peut-être juste raconter l'anecdote, ou évoquer plutôt une anecdote récente qui s'est... ou une action récente qui s'est faite à Notre-Dame-des-Landes, zone à défendre donc en Bretagne, dans le nord de la France, où en automne 2016, il y a donc un an, des centaines de personnes, donc sur appel à nouveau des militants qui occupaient les lieux, ils ont dit, suite au gouvernement qui déclarait qu'ils allaient mettre fin à la ZAD, ils ont appelé les uns et les autres de venir planter un bâton à Notre-Dame-des-Landes. C'est un artifice. Et c'est un artifice assez puissant. Puisqu'au fait, en amenant le bâton, tous ceux et toutes celles qui le plantent là déclarent que si jamais le gouvernement envoie la police, ils seront là, ils reviendront. C'est autre chose qu'une simple manifestation. C'est un autre acte. Et c'est de ce genre d'acte et de ce genre de façon de faire de la politique avec scénario, artifice, artefact, etc. qu'on parle. Et c'est cela qui a vraiment suscité l'attention même des commentateurs et des observateurs à l'époque, au début des années 80. Donc, on pourrait dire, c'est au fait acter des attachements aux terres en lutte par de la théâtralité, par de la performance et par la simple puissance et dépassement de soi qu'offrent nécessairement ces objets. Troisième étape, et c'est peut-être la plus importante pour moi, ou en tout cas celle qui m'a le plus impressionnée. C'est là que j'ai eu réellement, c'est en découvrant, disons, ces dimensions-là des luttes écoféministes du début des années 80, et qui perdurent. Mais à ce moment-là, il y a eu vraiment la surprise de cette nouveauté. C'est là, en découvrant cette dimension-là, que j'ai eu réellement l'impression que les écoféministes ont réussi à briser le sort des temps apocalyptiques, puisqu'elles parlaient d'apocalypse à l'époque et qu'on commence à en reparler aujourd'hui aussi. Je pense notamment au texte d'Anowski et Viveiros de Castro sur la fin du monde, le désastre planétaire, etc. Et la dimension, ou la troisième étape, elle est la suivante. C'est que les écoféministes se pensent comme partie prenante d'un temps long. Elles n'acceptent pas le chantage d'un catastrophisme qui les obligerait à travailler dans l'urgence sur le court terme. Ça m'a pris énormément de temps à le comprendre, en fait, parce que c'est assez dur, parce qu'il y a urgence en même temps. Et elles ne l'acceptent tout simplement pas. Donc, elles n'acceptent pas ce qu'elles vont appeler un chantage du catastrophisme qui les obligerait à travailler dans l'urgence sur le court terme, parce qu'elles se sont rendues compte qu'un tel cadrage temporel
trivialisent nécessairement tout ce qu'elles entreprennent. Donc elles vont, au fait, refuser ce cadrage parce que c'est impossible d'échapper à la trivialisation de ce qu'elles mettent en place dans des territoires qui sont toujours des territoires restreints. Puisqu'on peut alors très vite se dire à quoi bon, où sont les effets immédiats, et ces effets immédiats, même quand ils sont là, très vite vont être pris sur ces effets immédiats, soit ne sont pas planétaires, soit ne sont pas assez rapides. Hein, c'est l'un ou l'autre. Donc on est mal pris des deux côtés. Et au fait, on pourrait dire, ou elles disent, et je le dis en anglais et puis je le traduirai, we stopped running against time and started working a change for the long run. Donc, nous nous arrêtons de courir contre la montre et nous faisons exister le monde à venir, ici, maintenant, là où on est. Alors, à vrai dire, j'y suis pas arrivée tout de suite, j'y suis arrivée par un autre bout. C'est que j'avais remarqué, et c'est pas compliqué de le remarquer, la présence de rituels dans les camps de la paix. Énormément de rituels, beaucoup plus que par exemple lors des actions directes non violentes en Californie, qui étaient mixtes, beaucoup plus classiques, actions directes non violentes contre les laboratoires nucléaires de Livermore ou le Abalone Alliance. Il y en avait eu plusieurs avant, hein, dans les années 70. Mais on voit qu'ici, la ritualisation ou le rituel joue un rôle de plus en plus important dans ces camps de la paix. Rituel où systématiquement les femmes déclarent l'attachement à la terre qu'elles occupent. Et en regardant de plus près ces rituels, j'ai réalisé la présence de nombreuses histoires. La présence de nombreuses histoires, c'est-à-dire de nombreux passés. Les passés des sorcières, très très présentes, des sages-femmes, des révoltes populaires du 16e, je le disais déjà, des 16e, 17e sont pour elles un tournant important. Hein, donc et là, il faut relire Carolyn Merchant, c'est vraiment un peu la thèse qu'elle porte. Des révoltes fermiers, telles les Diggers et les Levelers, des cultes païens, de ce que ça a pu être d'être non-chrétien avant l'arrivée des chrétiens. Et autres figures, au fait, qui, toutes ces figures, tracent un temps long. Temps long dont les femmes se disent et se déclarent partie prenante. Un slogan qui est dorénavant connu rend très bien cette implication dans le temps long, et vous l'avez peut-être déjà entendu, et elle est la suivante: We are the grandchildren of the witches you didn't burn. Bon, ben ça, c'est se déclarer partie prenante d'un temps long. Nous sommes encore là. Et je crois qu'on est en train de reconnaître le fait que ce slogan réapparaisse maintenant dans les manifestations des femmes contre Trump, hein, puisque c'est là que je l'ai redécouverte. Je l'ai vu maintenant aussi sur le site des Black Panthers à Bruxelles, mais je crois qu'on commence à réaliser que c'est une ressource politique importante de se penser dans le temps long, de, au fait, reconnaître ce que ça peut nous donner comme force de résistance, de, au fait, changer de cadrage, de changer de temps. En d'autres mots, on pourrait dire que les écoféministes réussissent à se penser, et c'est là le nœud qui est super intéressant, et réussissent à se penser comme fabricant un avenir sur le long terme, malgré le catastrophisme ambiant, parce qu'elles se sont faites héritières d'un passé qui se trame sur des siècles. Donc, présent, futur, passé, ça se tient. Deborah Bird-Rose a une très très belle expression pour cela, c'est le temps épais. C'est le temps où il y a plusieurs couches, plusieurs protagonistes, plusieurs luttes, etc. Et nous ne faisons finalement que résister et nous continuons à résister. Nous n'avons pas lâché, nous ne lâchons pas. C'est le temps donc épais. Donc elle change radicalement le cadrage temporel. C'est aussi simple que ça. Et nous font sentir à quel point, parce que nous sommes dans des temps apocalyptiques et de destruction planétaire, à quel point donc, parce que nous sommes dans ces temps-là, je crois qu'il y a un siècle, ça aurait été autre chose.
parce que nous sommes dans ces temps-là, à quel point nous avons besoin d'autres temps, d'autres temporalités et d'autres histoires. Histoire de, moi j'adore ce mot, histoire de résurgence. Résurgence, je le reprends d'Anna Tsing. Anna Tsing, Mushroom at the End of the World, qui vient d'être traduit. Résurgence, dont parle aussi Isabelle Stengers, que vous avez donc invitée dans son dernier livre. Elle parle elle aussi de résurgence. Et je crois que tant Anna Tsing que Isabelle Stengers, tout comme Deborah Bird-Rose, où le lien est direct, et Tom Van Doren sont au fait des héritières de l'écoféminisme dans ce sens-là, où elles changent le cadrage temporel et parlent de résurgence comme les écoféministes le font au fait déjà depuis une trentaine d'années. Alors pour vous donner quand même une petite idée de comment ça se jouait dans ces camps de la paix, je vais vous lire une description d'un rituel de consécration de temps ou de camp, d'inauguration de camp qui est le camp de Sénéca. Alors, donc à Sénéca en 1983, en suivant l'exemple de Greenham Common. L'exemple qui consiste à faire le camp, pas le rituel, lui, est neuf. They opened the camp with these words, et je cite, "We pledge allegiance to the earth and to the life which she provides, one planet interconnected with beauty and peace for all." Fini la déclaration. Et puis, continue le rituel. They then reclaimed the land around the nuclear arms depot by planting rose bushes and by decorating the fence with tokens of life's beauty. C'est quelque chose qu'elles avaient appris de Greenham Common, donc c'est de venir avec des témoignages, des objets, des artefacts qui disent l'attachement à la terre. Ça peut être des photos de gens, mais ça peut aussi être des plantes, ça peut être autre chose. Donc elles font ça, they plant rose bushes and they decorate the fence with tokens of life's beauty. Last, et c'est là qu'il y a les généalogies, they declare their connection to the Iroquois women, les Iroquoises, who in 1590 had assembled in exactly that same spot at Seneca Falls in order to stop warfare. And they declared their connection to the women of the Declaration of Sentiments who in 1848 had gathered there, again in Seneca Falls, to demand equal rights and the end of slavery. Donc bien avant la fin de l'esclavage. The camp song said no different, et voici la chanson. We are the old women, we are the new women, we are the same women, stronger than before. Parce que nous nous savons, au fait, héritières de ces passés-là. Les Iroquoises étaient ici, les femmes noires et blanches de Declaration of Sentiments étaient ici. Nous sommes ici pour déclarer que la guerre ne peut pas avoir lieu. On est plus forte, de fait, on est plus forte, ne fût-ce qu'en termes de technicité, comme technique du corps. Les généalogies nous rendent plus fortes dans la déclaration qu'on peut faire d'un attachement aux terres qu'on occupe. Alors donc ça c'est le genre de rituel et il y en a plein dans ces camps de la paix des femmes. Alors ce travail généalogique est crucial et il demande, je crois, ou il pourrait bénéficier de notre aide. Que pouvons-nous produire comme autres récits, autres temps, autres histoires pour la récupération des terres? Quels sont les traits de civilisation passée, présente et à venir que nous pouvons mettre en avant et revaloriser? Ces généalogies seront nécessairement plurielles, et le mouvement écoféministe en témoigne, c'est un mouvement pluriel. Mais ensemble, elles permettent peut-être de ne pas lâcher les terres. Et là, je pourrais revenir aussi à cette notion de mouvement. Mouvement plutôt que théorique, il va de soi pour moi qu'un mouvement traverse les frontières et traverse notamment les frontières académiques ou non académiques. Que donc aucunement j'ai la prétention de dire que le mouvement serait à l'intérieur ou à l'extérieur aussi du cadre académique et que les écoféministes nous posent cette question très concrète.
quels sont les récits que nous pouvons produire? Y aurait-il à fabriquer des généalogies autres, généalogies dont on sait très bien qu'elles se font dans des temps épais, c'est-à-dire présent, avenir et passé. Tout ça se tient. Alors, je vais juste vous citer encore un passage et puis j'aurai fini. Donc, in making pledges, consecrating spaces and telling stories, women didn't aim at taking a univocal stance. Donc, c'est pas la position univoque qui vont les intéresser. But they aimed at, et c'est autour de tout cela que ça joue, they aimed at sustaining the resistance, they aimed at sustaining the camps. Et il y en a beaucoup qui disent qu'en fait, elles étaient au bord du burn-out dans d'autres actions et que là, elles se sentent tout à coup revivre. Mais littéralement, c'est les mots qu'elles utilisent. Donc, c'est des techniques, des façons aussi d'entretenir la capacité d'agir. They opened up another civilizational time frame away from the planetary apocalypse into ce qu'elles appellent her story, au lieu de his story, ou ce qu'on peut appeler aussi tout simplement fabrication de l'histoire. L'histoire, elle doit être à chaque fois reprise et à nouveau faite d'une certaine façon, puisque ça dépend de ce qu'on veut faire importer ici et pour l'avenir. C'est dans ce sens-là qu'on reprend l'histoire. Là, à nouveau, je peux évidemment reparler de Caroline Merchant, qui a fait un travail incroyable et qui s'est nourri aussi de l'écoféminisme qui débarquait en Californie à cette époque-là, quand elle était en train de mener son travail dans les archives du XVIIe siècle. Donc voilà, je crois, ce qu'on pourrait apprendre des écoféministes en tant qu'elles luttaient et qu'elles luttent encore contre la destruction planétaire. C'est ça que je voulais venir vous présenter en 3 temps, et c'est là pour moi qu'il y a un réel intérêt pour l'écoféminisme, ce qui n'éclipse absolument pas tout le reste qu'on pourrait y trouver, mais je crois qu'il y a vraiment, que ce n'est pas un hasard, c'est peut-être une déformation un peu de sociologue, mais je crois que ce n'est pas un hasard qu'on commence à nouveau à s'intéresser à ces écoféministes ici, qui ici n'ont pas eu vraiment un succès comme on le sait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter ici. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je tenais à vous remercier pour la présentation. Personnellement, j'aurais 2 questions qui sont en fait assez simples, très générales. J'espère qu'elles ne sont pas trop peu précises pour que vous puissiez répondre. Donc, en fait, les 2 questions se rapportent à la nature du mouvement. Et l'une s'adresse à son unité et l'autre à sa composition. Donc en ce qui consiste l'unité, vous avez présenté les 3 points un peu comme si le mouvement d'écoféminisme était tout à fait homogène et qu'il y avait un grand consensus au sein de ces membres. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a différentes tendances peut-être qui sont traversées que je ne connais pas malheureusement. Et donc je me demandais si vous pensez que ces 3 points sont en quelque sorte universels ou si on trouve des tendances un peu contraires ou par exemple quels sont les points de clivage. Ça pourrait être intéressant de comprendre le féminisme aussi bien quant à ce qu'il le rassemble que quant à ce qu'il le divise sur des points théoriques. Et alors ma deuxième question, comme ça vous pouvez peut-être aborder les 2 simultanément, parce que c'est précisément peut-être un point de rupture, c'est concernant la composition de l'écoféminisme. Vous avez toujours utilisé le pronom féminin, et donc je me demandais si, à votre sens, ça peut intégrer les hommes. Historiquement, peut-être c'était moins le cas, aujourd'hui peut-être c'est davantage. Dans quelle mesure, en fait, ce débat conforme aujourd'hui? Alors, sur l'unité, tout d'abord, effectivement, j'ai fait comme si elles étaient unifiées. Sur ces 3 points-là, j'ai l'impression qu'elles le sont, même si le spirituel a posé question dans les camps de la paix, notamment en Angleterre, beaucoup moins aux États-Unis, où le côté jamesien, pragmatiste, la volonté d'y croire, yes we can, etc., est tout à fait évident.
dans les milieux militants. Donc il ne faut pas être spiritualiste pour avoir ce genre de pensée. Mais donc, avant d'arriver sur le spirituel, alors l'unité que je déclare ici, donc il faut être peut-être effectivement un peu plus précis, je parle d'écoféminisme tel que le mot est arrivé pour qualifier des luttes. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que j'en parle. Et donc, dans ces luttes, donc moi c'est de ces actions-là, les camps de la paix, plus les quelques parades et actions après 3 Mile Island, hein, donc c'est vraiment de ces luttes-là que je parle. Je ne parle pas de Vandana Shiva qui parle de tout ce qui s'est mis en place et des luttes qui ont lieu, et un Arundhati Roy aussi qui ont lieu en Inde. Donc si on prend ces luttes-là, je crois que ce que je présente est effectivement quand même traverse toutes ces luttes. Le côté joyeux de célébration iconographique, théâtrale, de performance, etc., est vraiment présent dans tous les camps de la paix des femmes du début des années 80, et il n'y en a pas eu tant que ça après, hein, donc il y en a eu énormément entre 80 et 87, et puis Green Common a continué jusqu'en 2000. Les occupations ont encore lieu maintenant, hein, donc autour de certaines bases des Trident Missiles en Angleterre, mais à ce que je sache, le côté de la performance et de la théâtralité, de dire sa rage, en même temps sa tristesse et en même temps de célébrer le monde, qui au fait c'est tout ce que j'ai mis en avant, mais c'est vraiment, ça qualifie fortement ces luttes-là. Par contre, il y a encore Starhawk qui fait des ateliers de compostage, qui fait des rituels. À Seattle, les Wicca, dans les mouvements des sorcières, des Wicca, on a encore toujours ça, toute la performativité. Donc ce que je décris, donc l'unité que je prends, c'est l'unité des luttes et des actions. Hein, donc c'est cette unité-là, dont je dis très bien, enfin, dont j'ai dit au début, qu'elles ne se disent pas toutes écoféministes, mais dont on a dit, s'il fallait qualifier le changement qu'opèrent ces luttes, mais c'est un changement que de nombreuses personnes ont appelé, mais c'est de l'écoféminisme, hein, puisqu'il y avait quand même. Donc, est-ce qu'elles étaient unifiées? Pas du tout. Hein, donc, au Green Common, il y avait, au fait, autour de la base, il y a eu d'abord la première année, l'occupation se faisait autour de la main gate, l'entrée principale, mais puis justement parce qu'elles n'étaient pas du tout unifiées et que je crois elles se tapaient un peu sur le système, les unes les autres, et se sont éparpillées autour de, ça fait un périmètre de 10 km, il y avait de la place pour établir des sous-camps, si l'on veut, d'occupation. Et donc, on avait un camp dont on savait que c'était plutôt un camp de lesbiennes, avec une forte revendication de l'amour des femmes pour les femmes, qui était au fait partagé, mais qui là était sur l'avant-plan. Mais il y avait aussi l'anarchisme, il y avait aussi plutôt le côté antiraciste, etc., etc. Donc, il faut aussi savoir, c'est à chaque fois des groupes, et elles travaillent en groupe affinitaire. Donc, on avait toujours son groupe d'affinité. On venait à la rencontre, mais ça leur venait déjà de l'action directe non violente avant, on venait à une action en groupe affinitaire. Et c'était où on les composait sur place. Donc, on se créait un peu son petit cosmos de like-minded. Hein. Mais donc, c'est très éclaté, mais elles étaient unifiées dans ce qu'elles amenaient et dans en fait ce constat qui est la base de l'écoféminisme, qui est de dire, c'est dans le capitalisme que la science qui, au fait, amène la dévastation actuelle. Ce n'est pas que le marché économique, c'est aussi l'expertise et la science qui a pacifié la nature, comme elle a pacifié, au fait, aussi tout ce qui n'était pas l'étalement masculin. Donc je ne sais pas si... Donc c'est complètement éclaté, mais comme on ne parle pas du fond de « mais quelle est ta théorie ?», mais qu'on est d'accord pour dire ben, « cette guerre froide, on n'en veut pas »,
comme la Dakota Pipeline, il y a eu des alliances. Elle parle de Maria Puig, qui a une belle phrase, c'est les divergences solidaires. C'était quelque chose qui était de mise. Donc, je sais que on peut dire que c'est un peu bateau, mais c'est pas si bateau que ça, parce qu'elles ont réussi à tenir. Elles ont quand même réussi à tenir des divergences sur une durée à Greenham Common de quasi 20 ans d'occupation. Et ça a été quand même une de leurs forces. Mais justement aussi avec la théâtralité, la performativité, voilà, les puppets, etc., on est assez vite d'accord que ça peut être une belle séquence. Si on a des banners avec des slogans, voilà, on avait des slogans de généalogie, etc., etc. Donc, et c'était donné un autre territoire pour faire de la politique qui faisait qu'elle pouvait créer de l'unité dans l'occupation, dans les actions, là où, dans le débat, elle ne serait peut-être pas d'accord sur... Donc, leur seul point d'accord est vraiment cette conjonction. Et là-dessus, même les anarchistes qui se revendiquaient des levelers, des diggers, etc., ou de Iron Reich sur les sages-femmes, là-dessus, ils sont d'accord. Science et capitalisme. Donc, science moderne, évidemment, et capitalisme vont ensemble. Donc, unité malgré tout. Donc, je suis d'accord de dire éclatement totalement, et je crois que c'est la force de ne pas avoir obligé les femmes à choisir et à dire vous ne pouvez pas être à la fois marxiste et ici. Mais non, en fait, on peut l'être. C'est tout à fait possible, pour autant qu'on pense qu'il n'y a pas un front qui l'emporte sur les autres, qui est souvent le problème d'ailleurs du marxisme. Donc ça, c'était la seule chose qu'elle devait alors accepter. Donc, unité dans la diversité, divergence solidaire, etc., qui est quand même une de leurs forces, et c'est d'ailleurs une des choses qu'on pourrait apprendre d'elle, comment créer ces alliances. À quelles conditions? Évidemment, quand on est dans une terre en lutte, ça se présente plus facilement que quand on est dans un débat abstrait, mais justement, ils vont dire, mais peut-être qu'on doit sortir alors de ça et aller récupérer et réclamer les terres. Hein. Et c'est ce qui se fait encore toujours dans les projets qui sont, dont on perçoit un peu l'existence américaine. Et alors, sur les hommes, alors la question est super intéressante. Je crois effectivement, en fait, dans le texte, j'ai toujours le certaines, Donc, dans ma tête, c'est les deux. Historiquement, ça a été les femmes. Mais je crois que la question se pose réellement. Et on ne pourrait pas trop vite dire « Ah ben non, mais en fait, ça c'est du passé, il n'y a plus besoin d'eux. » Je crois que la question de la non-mixité doit être reposée à chaque fois. Et au fait, il y a un débat, parce que Greenham Common avait démarré comme quand, alors pour être totalement techniquement juste, Greenham Common démarre comme marche, qui est une marche non mixte dans la mesure où elle est menée par des femmes, mais leurs compagnons de route, et compagnons tout court, sont là, mais juste à l'arrière-plan. C'est elles qui prennent la parole, c'est elles qui distribuent les pamphlets dans chaque village où elles passent, etc. Mais eux sont là pour aider, notamment parce qu'ils avaient les enfants, les poussettes, etc., etc., certaines étant des femmes au foyer d'ailleurs. Donc, les compagnons de route ou les amis sont là, mais en arrière-plan. Est-ce que c'est mix, non mix? Ça, c'est à vous de... on peut en décider. Donc, les femmes en avant-plan, elles arrivent à Greenham Common, je ne vais pas raconter toute l'histoire, et finalement, elles décident de rester. Au début, donc, à nouveau, une occupation qui est menée par des femmes. On laisse la parole aux femmes, mais les hommes sont là. Les hommes sont tout à fait là, dans l'occupation. Ça a pris quelques mois. Et à un certain moment, au fait, les femmes ont demandé aux hommes de partir. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais ce qu'elles disent, c'est justement le fait que les hommes amenaient un débat qui était à ce point désancré et abstrait qu'on sent mêler les pinceaux dans le qui a raison, pourquoi, sur quoi, sur, au fait, des positionnements qui étaient des positionnements théoriques. Il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que les femmes ont tendance à se mettre sur l'arrière-plan dès qu'un homme commence à parler. L'homme qui explique tout, qui prend la place dans la réunion, et la femme qui dit « veux-tu du café ?» etc.
Donc c'était aussi pour un peu déjouer ces choses-là. Donc il y avait tant, ils prennent trop de place. Deux, nous, du coup, on joue un peu le rôle d'eux, et nous-mêmes on le fait. Et je crois aussi, et c'est un point non négligeable, le fait de vouloir plaire. Eh ben, quand on est entre femmes, et même s'il y a du lesbianisme dans l'air, ça nous joue moins de tours. Le fait de vouloir plaire aux yeux des hommes. Voilà. Tout simplement. Et qu'elle se disait, on est un tout petit peu plus efficace quand ils ne sont pas là. Évidemment, une partie des femmes, il y a des femmes qui s'y sont opposées et qui sont restées, des femmes qui s'y sont opposées et qui sont parties. Hein, donc il y a quand même eu un vrai débat et une vraie scission autour de ces questions-là. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'au fait, les femmes de Greenham ont dit, mais aucun problème. Nous, on dit qu'il faut aller occuper les lieux où se fabrique le désastre, mais allons occuper d'autres lieux. Et c'est exactement ça qui s'est fait. Donc une partie est allée occuper un autre lieu, notamment les laboratoires de collaboration universitaire industrielle à genre 40 km de là, qui étaient mixtes. Donc on avait des camps de la paix des femmes et des camps de la paix mixtes. Les camps mixtes avaient aussi de la performance, etc., mais beaucoup moins. Donc c'est pour ça que je dis, c'est quand même un trait assez spécifique de ce que les femmes ont mis en place quand elles ont commencé à faire de la politique ensemble. Elles disent aussi, bon alors il faut voir, que ça leur permettait de beaucoup plus parler de leurs angoisses. Donc il y a plusieurs femmes, et ça c'est un très très beau passage dans ce livre-ci, ça commence avec les rêves et les cauchemars qu'elles ont fait. Et pour celles et ceux d'ailleurs qui ont lu Starhawk, dans Starhawk il y a aussi tout le début, on oublie un peu, Dreaming in the Dark commence avec ce qu'on appelait alors les flashs, nuclear flashes and nightmares. C'est quand tout à coup on s'imagine la bombe qui tombe et au fait tout qui s'arrête et comment on survivrait, etc. Donc, juste pour dire, ben ça par exemple, elles disent aussi quand il y avait des hommes, elles se faisaient rire au nez, littéralement, de un peu l'hystérique, la sentimentale, etc. Donc, il y a des choses, je crois, dont on pourrait dire, ça n'aurait plus lieu. Il y a des choses dont je crois qu'on pourrait dire, mais c'est encore avantageux d'imaginer du non-mixte. Des deux côtés peut-être d'ailleurs, parce que le côté vouloir plaire aux yeux des femmes, je peux m'imaginer que ça joue aussi chez les hommes. Je n'en sais rien, si on est dans des contextes hétérosexuels, donc tout ça se joue. Je crois aussi une chose super importante qui s'est jouée dans des groupes non mixtes et qui continue, je crois, à jouer, aujourd'hui, c'est l'amour des femmes pour les femmes. On est éduqué, et je le vois avec mes propres filles, ou même ces séries télévisées, My Little Pony et tout ce qu'on voit, à voir des femmes, mais d'une méchanceté les unes vis-à-vis des autres, mais c'est inouï. Donc apprendre, et ça, il y a des très très beaux témoignages de femmes qui disent, ici, au fait, j'ai appris à apprécier d'autres femmes. Là où avant, je m'en méfiais, je disais très souvent, moi je m'entends beaucoup mieux avec les hommes, c'est beaucoup plus simple, etc., etc. Donc pour en arriver, c'est là que je dis cet amour, donc la présence des lesbiennes a été assez importante à Greenham Common, puisqu'elles d'office, elles étaient là-dedans, mais c'est beaucoup plus loin. Aussi, les femmes hétérosexuelles ont appris ce qu'elles ont appelé alors à Greenham Common, notamment l'amour des femmes pour des femmes. Et ça s'apprend. À apprécier la façon dont on peut prendre soin des situations, s'écouter les unes les autres, etc. Ok, c'est peut-être un peu trop féminisé, mais apprendre les rôles genrés qui nous sont donnés, parfois nous mettent dans une situation d'aliénation et pas de sororité. Au fait, peut-être que c'est ça le mot que je voudrais mettre en avant, c'est que le non-mixte permettrait de la sororité. Moi, personnellement, j'ai aussi entendu parler de groupes non-mixtes hommes. C'est quelqu'un en Espagne qui m'en avait parlé, et je crois que ça a tout à fait lieu d'être. Donc voilà, en fait, la question doit être reposée, du mixte non-mixte. Ça, je le crois, mais on peut être écoféministe homme, je vois pas trop pourquoi on ne le serait pas, puisqu'on peut être homme féministe, donc écoféministe aussi. Ah, merci. Voilà.
D'ailleurs, dernière chose que vous avez dit, c'est concernant l'amour entre les femmes. Oui. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu récemment, malheureusement j'ai oublié l'auteur, mais qui analysait un petit peu la littérature classique tout au long du XVIIIe siècle, et où on mettait toujours en avant des figures, où on a ces figures des femmes rivales qui se battent en fait pour le désir d'un homme. Ouais. Et inversement, on a aussi cette représentation des hommes comme étant des compagnons de route, donc qui se font en fait, qui s'assiedent côte à côte, qui affrontent les dangers en commun. Et c'est vrai que ça, c'est des figures littéraires qui ressortent très souvent, et donc qui vont un peu dans le bon sens dans la construction culturelle. Il y a Leonora Miano aussi qui dit dans un de ses derniers romans que les femmes n'ont pas appris à s'aimer en fait. Que dans la pensée, n'ont pas appris à s'aimer. Leonora Miano. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un apprentissage en cours, en fait, qui fait partie de ce que les écoféministes, et d'autres féministes d'ailleurs, revendiquent. Il ne faut pas nécessairement l'être pour le revendiquer. Mais la sororité n'est pas une chose évidente du tout à mettre en place. Je ne sais pas si j'ai répondu pour l'unité et la diversité, parce que diversité, il y a, ça c'est évident. En ce qui me concerne, il m'a semblé que la réponse était très D'accord. Une question. Peut-être moi j'ai une question sur la place de la violence. Ça fait écho un peu à une discussion qu'on avait eue avec Catherine Lamère. Oui. Et quelle place elle a en fait dans ces camps IAP Résolument anti-violent. Anti-violence. Je n'ai aucune... Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a des actions où ce serait dit, là on en aura besoin, il faudra quand même, je n'en vois pas, et au fait elles vont même prendre énormément mettre un effort considérable à démontrer que l'action non violente demande énormément de courage, n'est pas du tout passif, puisque pour résister, il faut des tactiques pour tenir face. Il y a des photos qui le montrent assez bien. La confrontation avec les militaires et la police pouvait être vraiment très très dure. Donc comment tenir dans ces situations-là, que ça demandait tout un apprentissage. Et donc elles disent c'est tout sauf être passive, parce qu'être non violente, c'est au fait déployer des forces tout à fait autres, des forces qui passent par d'autres bouts. Et parfois, mais donc non-violence étant bien se préparer, c'est pour ça aussi qu'elle travaillait en groupe affinitaire, puisqu'il y avait toujours, et ça c'est dans des femmes contre des missiles, elle l'explique, il y a toujours celle qui décide, donc chacune doit décider si oui ou non, jusqu'où elle peut aller, et quels sont le type physique, le type de confrontation qu'elles sont prêtes ou risque qu'elles sont prêtes à prendre ou pas. Et c'est tout à fait normal qu'on dise moi non. Moi être embarqué par des flics, etc. Moi non, ce n'est juste pas possible. Donc il fallait à chaque fois avoir celles qui étaient sur le devant de la scène et celles qui étaient à l'arrière et qui donc avaient tous les contacts avec les avocats et la presse, etc., etc. Donc déjà, il y a toute la préparation, comment on tient, le chant est extrêmement important, donc ils travaillaient, ils connaissaient par cœur les chants parce que ça leur permettait, aussi ça permettait de mettre l'adversaire dans une toute autre dynamique, et donc on a sur Your Greenhouse, magnifique, il y a des policiers qui disent ce que c'était que devoir aussi embarquer des femmes, et que pour eux c'était très dur. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, au début, quand elles ont décidé de mettre les hommes à la porte, la toute première fois où elles en parlent, c'est qu'elles disent « ça mettra à mal l'adversaire ». Parce qu'ils osent s'en prendre aux hommes, mais s'en prendre aux femmes, ils voient tout de suite leur mère, leur sœur, leur fille, etc. Ça les met dans une drôle de posture. Donc ça a été quand même un des déclencheurs. J'oublie de dire qu'il y avait une raison stratégique à cette histoire. Et puis est venue se greffer toutes les autres raisons. Là-dessus est venue se greffer toutes les autres raisons que je viens de vous évoquer. Mais donc j'en étais où? Ah oui, donc il y a toute la préparation avant. Il faut essayer au fait de maîtriser la situation.
C'est ça qu'elles disent. Mais maîtriser, pas dans une omnipotence, mais d'être prêt à bouger, au fait. Ils font ceci, nous on doit être prêt à ça. Et pour cela, il faut être extrêmement bien préparé et pouvoir, au quart de tour, changer de tactique, bouger, reculer ou pas reculer, ce genre de choses. Donc elle se préparait énormément. Et je trouve que la force dont elle témoigne, c'est aussi d'avoir pensé comment, lorsqu'on a été malmené, disons-le comme ça, et que sincèrement elles reviennent et sont découragées, littéralement dépitées, de ne jamais laisser une action se terminer là-dessus. Donc elles ont cette idée de la célébration, et il y a une très très belle anecdote ou un témoignage où donc elles ont été malmenées, il y en a qui sont à l'hôpital puisque épaules déplacées, etc. Et elles sont découragées, il faut bien le dire. Elles pensaient aussi qu'il y aurait plus de monde, et blablabla. Et alors, tout à coup, il y en a une qui commence à chanter et qui allume un feu. Des autres amènent du bois et le feu devient de plus en plus grand. Et ils sont juste en face, au fait, de ceux qui les avaient aussi, avec qui elles avaient donc eu ces altercations, de l'autre côté de la grille, qui attendent de voir ce qui va se passer. Et tout simplement, elles vont danser. Et donc, elles avaient aussi des danses. Une des plus connues, c'est la Spiral Dance, mais qui a été développée en Californie et qui maintenant a une trajectoire propre. Elles avaient des chorégraphies, etc. Et elles disent comment elles récupèrent la donne. Et donc, au fait, l'action non violente, c'est de jamais subir une situation. Et donc, elles disent très clairement, et ça c'est vraiment Alice Cook et Winkler, c'est jamais subir la définition de la situation. Nous sommes maîtres de la définition de la situation. Et donc, si nous sommes dépités, découragés, etc., il faut trouver les moyens, par un quart de tour, etc. Et la parole est au fait peu de choses dans ces choses-là. C'est vraiment le corps qui doit revenir au fait à la vie et y croire. Et donc, elles ont fait une sorte de bonfire et elles ont commencé à chanter, elles disent toutes, mais au fait, ça nous a remis d'aplomb. C'est très simple, mais c'est ce type d'attention qui fait que toutes qui passaient par là disaient Greenham Common, moi j'ai appris quelque chose. C'était juste inouï. Et donc ça, il y a des témoignages, donc 20 ans après, par York Greenham. Il faut savoir, Greenham Common, c'est donc 2 générations qui sont passées par là, avec des intensités très variables. À la fin, c'était devenu, on dirait plutôt un camp de hippies. Hein. Ça ressemblait un peu plus, ou de punk, enfin ça ressemblait, ou de squat, mais ça ressemblait beaucoup plus à ça qu'au début, où c'était vraiment pacifisme déclaré. Ah oui, j'oublie, quand je dis toutes les composantes, je savais que j'en oubliais une, c'est les pacifistes, évidemment. Présenter ça plus comme un mouvement qu'une théorie. Et il n'y a pas du tout de contact avec le monde féministe, plus théoricien aux États-Unis. C'est vraiment 2 mondes complètement distincts. Mais au fait, donc vraiment, hein, je répète, mouvement plus que théorie, pour cette question cruciale de déjouer l'emprise. Et je trouve sincèrement que la théorie, comme elle est plus sur l'éthique, on a l'impression qu'on aurait pu l'écrire il y a 50 ans, ou dans 50 ans, on n'a pas l'impression que l'arrière-plan est celui-là. Donc c'est vraiment là-dessus que moi je voulais faire de l'opposition. Il y en a pas mal des écoféministes, notamment Winkler, il y a Sacha Rosling, il y en a qui sont devenus des académiques, ce qui déjà aux États-Unis se passe beaucoup plus puisqu'ils ont toute cette idée d'académique, organic, community intellectuals, etc. Donc il y a déjà des voyages d'aller-retour. Sociologue et historienne, de ce que j'ai pu voir, des quelques trajectoires que j'ai pu... il y a Rebecca... une autre qui témoigne aussi dans ce livre-là. Donc déjà, il y a des femmes militantes de ces actions-là qui sont devenues des académiques et vice-versa, des académiques qui ont participé. Donc ça, alors, il n'y a pas de contact avec les théoriciennes, mais là aussi, non, c'est pas juste. Donc, parce que dans ces camps-là, on lisait des gens comme Merchant. Et pour moi, ah oui, mais peut-être que ce n'est pas une théoricienne. Peut-être qu'on devrait être plus clair. Donc, si on parle d'académie, ça n'a aucun sens. Il y a des
Et elles se lisent, elles se côtoient, elles se connaissent. Au rassemblement, il y a les deux. Il y a tant celle qui travaille dans une ONG, qui est femme au foyer, que l'académie. Donc si on parle de ça, ça n'a aucun sens. Si on parle de théoricienne, ben, est-ce que Karen Warren est une théoricienne? Ben alors elles se côtoient, en tout cas elles se lisent, elles se connaissent. Est-ce qu'elles vont être d'accord? Non. Et je crois que le grand... Et la question se pose ici, pour nous. Si nous voulons hériter et prendre le relais de l'écoféminisme, comment tenir à la fois toutes celles ici, dont je crois l'ARER ferait partie, toutes celles qui s'intéressent au côté plus éthique, l'éthique environnementale, et toutes celles que moi, par exemple, qui m'intéressent plus à ce qu'elles nous ont appris dans les luttes, les techniques qu'elles ont de lutte, etc. Ces choses-là, on doit rester solidaires. Si elles l'ont fait, ce serait quand même le désastre complet, et ça témoignerait énormément de notre incapacité totale en franco-belge, littéralement, je crois que c'est vraiment de là que ça vient, de créer des alliances entre contraires. Voilà. Donc, juste pour dire, c'est pas qu'une question de est-ce que, c'est aussi, mais qu'est-ce que nous, on va en faire? Parce que nous ne sommes pas d'accord entre nous pour dire quel est l'intérêt de l'écoféminisme. Et on doit se prémunir du fait que nous-mêmes, on commencerait à dire, voilà, elles sont plutôt éthiques environnementales, je crois qu'on peut le dire. Je crois vraiment que Karen Warren sur le végétarianisme, les animaux, droit ou non à la mort, etc., je crois qu'on est plus dans l'éthique, moins dans la destruction de la planète, comment résister, comment être... enfin, les techniques qu'on peut se donner. Mais on se lit. Donc moi je peux lire une Warren et être intéressée. Mais le pourquoi maintenant aujourd'hui, personnellement, je trouve que ce qu'elles ont à nous apprendre, c'est cette emprise du catastrophisme et le recadrage temporel, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elles se côtoient et à nous aussi de reprendre ça et de ne pas trop vite décider, parce que qui sont les théoriciennes? Parce que même Karen Warren, moi j'ai juste lu 2-3 textes d'elle. Je sais qu'elle a fait ces recueils qui effectivement me tombaient un peu plus des mains parce que je me disais, mais dans quel temps ça se place cette histoire-là? Je suis peut-être un peu trop sociologue pour ça aussi, hein. Mais est-ce que pour autant il n'y a pas de connexion possible? Et est-ce que pour autant elle accepterait qu'on l'appellerait théoricienne? Non, c'est une manière de dire les choses. Si je comprends mieux, si vous voulez, le type de mouvement et ce que ça apporte après ce que vous apportez. Oui. Parce que très spontanément, on dirait que l'écoféminisme, si on se place dans une perspective historique, moi j'ai le sentiment que le concept de nature est un des concepts qui a été le plus utilisé pour maintenir la femme dans une situation d'infériorité. Donc autrement dit, on est dans au fond, le mouvement féministe est essentiellement un mouvement moderne. Et c'est ce mouvement moderne qui a aussi maîtrisé la nature. Mais, donc, en termes historiques et théoriques, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une sorte d'antinomie. Maintenant, ici, on n'est pas en train de faire de l'histoire, on est en train de faire de la prospective. C'est pas parce qu'historiquement, il y a une antinomie qu'on ne peut pas retourner les choses. Mais c'est justement sur cette antinomie qu'elles se basent. Elles disent, et ça c'est vraiment le stigmate rejeté, hein, ça c'est assez... Il y a d'autres féministes qui l'ont fait, hein, genre... les blagues féministes ou indigènes de la République, c'est vraiment le stigmate renversé. Ah, vous nous appelez indigènes, eh ben voilà, vous allez voir, on va devenir indigène. Hein. Ben, c'est la même chose. Ah, vous nous comparez à la nature, eh ben la nature va se défendre, big deal. Hein. Donc déjà, on pourrait dire, c'est juste reprendre au fait dans l'autre sens, mais c'est aussi... mais c'est vraiment parce qu'il y a eu ces analyses de l'après-Renaissance, début de la modernité, qui avaient démontré qu'au fait, il y avait partie liée et que ce n'était pas un hasard pour lesquels, effectivement, les femmes ont été subordonnées, assujetties au nom de leur proximité avec la nature, avec l'engendrement et tout ça. Donc c'est justement parce qu'il y a eu tout ça qu'elles se disent, oui, mais attendez, est-ce que pour autant on voudrait se détacher de la nature? Mais non, parce qu'alors on laisse tomber l'écologie, au fait, et on les rend antinomiques, là où, selon nous, il y a moyen de les lier. Mais je crois vraiment qu'on doit parler d'un événement. Hein, parce que, par exemple, l'écologie et le postcolonial, à quand une vraie belle rencontre?
Et je vois ça aussi dans mes rencontres bruxellois. Il y a toute une sphère postcoloniale, etc., antiraciste, etc., et toute une sphère écologique, politique, etc. Ça ne se côtoie pas. Mais ça ne se côtoie pas parce que ce n'est pas si simple de se côtoyer. Il nous faut des récits, il nous faut des analyses telles que celles qui ont été amenées au début des années 80, qui démontraient qu'il y avait partie liée entre assujettissement de la nature, assujettissement de la femme, qui permettait aux femmes de dire, sans pour autant réclamer une proximité à la nature, donc inférieure, de dire, eh bien, si c'est comme ça, nous sommes solidaires de la nature, nous nous déclarons écoféministes. C'est ce mouvement-là, mais pour ça, il nous faut des analyses. Il nous faudrait des analyses qui feraient exactement la même chose sur le colonial et l'écologique. Et on y est, on sent qu'on est à 2 pas de le faire, Mais ça a été un vrai événement, cet écoféminisme, puisque tout à coup, 2 luttes ont pu se côtoyer. Là où c'était... Et moi, j'attends le même événement pour ces 2 autres luttes, dont on sent qu'elles devraient se rencontrer, mais qu'elles ne se rencontrent pas. Mais donc voilà, on est tout à fait d'accord, historiquement, philosophiquement, la nature a été une des raisons, si pas la raison, notre proximité à la nature, des femmes à la nature, a été la raison de leur mise à l'écart. Moi, je voulais réagir par rapport à l'aspect d'action ici maintenant, parce que je trouve que ça résonne de façon paradoxale avec tout ce qu'on entend au niveau du mouvement de la transition écologique, qui parle de résilience, mais dans un contexte justement très catastrophique, où c'est une action ici maintenant, mais presque par dépit, et par... et presque... justement qu'il n'y a plus du tout cette remise en question temporelle de la catastrophe, et qui a un succès assez étonnant en fait, la collapsologie, alors que c'est des explications très rationnelles aussi. Je pense que ça remplit des salles. Mais attendez, juste pour que je comprenne bien, donc transition, je m'imagine, des projets, ici, maintenant, etc., mais collapsologie, vous diriez qu'il y a des liens entre collapsologie et transition. Là, je dois juste être sûre de comprendre. J'ai l'impression que c'est il y a des auteurs et des courants qui se croisent beaucoup, quoi. Oui. Donc souvent, on parle de résilience face à la catastrophe. Ben, je dois dire, moi, personnellement, mais pour avoir rencontré et lu des femmes et des textes écrits par ces femmes-là, c'est vrai que toute la notion de transition, je crois qu'il y a tout à fait moyen de le reprendre ici et maintenant, mais avec un cadrage qui est plus long. Je crois que cette notion de résurgence, elle est absolument fondamentale. Par exemple, on s'intéresse à l'agroécologie, et bien ce serait peut-être pas bête de s'intéresser aussi au fait que les fermiers et les agriculteurs ont été un des peuples, si on pourrait, on pourrait commencer à retravailler un peu la connexion avec le postcolonial, qui a résisté à la dévastation tout au long, qui est peut-être encore ce qu'on a d'il y a quelques siècles. Qui a malgré tout encore des savoirs qui se charrient là ou qui se sauvent là. Donc je crois que moi, transition ici, là et maintenant serait beaucoup plus fort avec cette notion de résurgence. Mais je le crois parce que j'ai lu des textes et que ça me semble assez évident, parce qu'au fait, sinon, ici, là et maintenant, il est vite mis à l'écart. C'est très très compliqué de tenir face aux contre-arguments quand on reste au fait dans un cadrage qui est le cadrage de la catastrophe elle-même, c'est-à-dire de la modernité. Au fait, c'est ça, il faut aussi changer de terme. La collapsologie, moi je dois dire, bon, j'hésite un tout petit peu parce que je suis filmée, mais j'hallucine. Moi j'hallucine. S'il y a bien quelque chose qui peut nous plaire, il faut se méfier aussi de notre envie de radicalité. Parce que je crois que c'est ça qui nous joue des tours. Moi aussi, quand je l'ai lu, d'abord,
collapsologie, tout s'effondre, etc. Mais là, au fait, c'est quelque chose dont j'ai appris à me méfier grâce aux écoféministes aussi. C'est notre fascination perverse, quasi, pour l'apocalypse, la destruction, etc. D'ailleurs, il faudrait y revenir sur ça aussi. Et la collapsologie participe un peu de ça. Donc, on a une fascination. Celui qui ose dire et celui qui est radical. Mais celui qui ne prépare pas en même temps est celui qui est criminel. Donc, aux yeux parce qu'alors on pourrait dire, aux yeux des écoféministes, les collapsologues, on en avait plein. Enfin, je veux dire, Reagan, c'était un collapsologue. Enfin, je veux dire. Donc, d'une certaine façon, quasi se réjouir de tout est en train de s'effondrer, sans réellement donner les outils de oui, mais comment on va résister, qu'est-ce qu'on est en train de préparer, etc. Pour moi, en tout cas, qui justement m'intéresse à l'écoféminisme parce que ça nous donne des outils contre le cynisme et le fatalisme, pour moi, c'est la ligne droite vers un cynisme. Peut-être pas encore déclaré, mais voilà, je serai ouverte à la discussion, hein, vraiment, hein, peut-être, mais j'y vois tant une fascination quand même pour le désastre qui me joue des tours aussi, hein, c'est pas ça. C'est chrétien d'ailleurs. Hein. Et de l'autre côté, quelque chose une non-attention. Et vraiment, là, c'est quasi impardonnable pour les effets. Pour les effets dans une époque où l'adversité, elle est déjà assez grande pour que, est-ce vraiment ce type de récit dont on a besoin? N'oubliez pas, c'est constructiviste. Les avenirs, les passés, les présents qu'on se fabrique, et se fabriquent dans ce type d'histoire-là. C'est une proposition qui nous donne, c'est une généalogie, on pourrait dire, avec un présent épais. Mais moi, je ne suis pas sûre que je voudrais m'embarquer là-dedans, puisque je ne vois pas très bien quelles sont les issues qui se présentent là. Voilà. Mais ça, c'est parce que je me méfie du cynisme qui pourrait en ressortir. Mais bon, je ne parle pas au nom des écoféministes, hein, c'est tout. Je pense en plus que le récit de la collapsologie est très abstrait et très peu situé socialement. C'est intéressant parce qu'au fait, j'en parlais avec une historienne, je ne vais peut-être pas la nommer puisqu'on est filmé, je ne suis pas tout à fait sûre qu'elle voudrait qu'elle soit citée, mais elle disait exactement la même chose. Elle disait, il y a un moment où on commence à se dire, bon, mais exactement quoi? Où est le récit? Où sont les faits? C'est quelle histoire? Quelle époque? Exactement quel événement qui a été détenteur? Donc c'est une histoire dont elle disait, c'est une histoire non événementielle. Et moi, comme historienne, c'est ahurissant de lire ça et de voir ça, en fait, avec si peu de soucis pour le détail, du moment où ça prend et du moment où ça ne prend pas. Tout le contraire des histoires, de l'histoire en tant que discipline qu'on aime, qui est celle qui montre justement que ça aurait pu se passer autrement, mais ça se passe quand même comme ça, etc. Et alors là, on pourrait faire, j'ai déjà cité 10 000 fois Merchant, mais ça c'est une histoire événementielle. On voit que ça aurait pu, on aurait pu ne pas sortir du cosmos au XVIIe. Mais il se fait qu'avec tout ce qui se mettait en place, c'était une des voies possibles et c'est finalement la voie qu'on a choisie. Mais c'est pas en général, on n'est pas sorti du cosmos parce qu'on est comme ça. Non, c'est à une époque donnée, avec une British Society for Natural Science qui avait décidé que Bacon avait raison, etc. Bacon qui lui-même avait déclaré que la nature était comme une femme qu'il fallait soumettre, etc., etc. Ça aurait pu être autre chose. Hein. Et ça, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est une excellente remarque. La collapsologie, peut-être que quelque chose serait intéressant à travailler avec eux, mais à condition que l'histoire devienne un tout petit peu plus travaillée. Women have to learn their science. Alors, men too. Hein. Et donc, on aimerait bien savoir exactement où, quand, quoi, parce que c'est de ça que va dépendre le exactement où, quand, quoi, ici, maintenant, évidemment. On apprend de tout ça, des points de divergence, de bifurcation et d'événements. Voilà. Mais j'y avais pas pensé, donc merci. C'est intéressant de réfléchir à ce courant-là.
Bon, on va vous remercier encore une fois. Merci de l'invitation.